Parce que on va taper dans l'arsène. On donne aussi une huile à l'arsène. C'est tout là, c'est tout de suite. Hein. Ils vont switcher. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Florence Sueur au micro et ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine et la dernière avant les vacances scolaires qui arrivent samedi. Alors bienvenue au bar de l'économie en FM avec IDFM Radio Anguin, en vidéo live sur Facebook et retrouvez-nous sur YouTube, la chaîne bien sûr bar de l'économie. Alors aujourd'hui, Anguin-les-Bains, la ville, bien sûr, les résidences de service et puis l'apprentissage de l'anglais par le jeu, voilà nos thèmes. Je ne vous en dis pas plus car j'accueille tout de suite mes invités qui sont à mes côtés. Philippe Sueur, bonjour. Bonjour, bonjour Florent, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Vous êtes le maire d'Anguin-les-Bains et vous êtes aussi vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Vous êtes également président de l'ANET, l'association des villes touristiques de France. Et donc ensemble, eh bien sûr, on va parler de l'impact de la pandémie à plusieurs titres. Et puis on va parler de ce que vous faites pour la ville d'Anguin. On parlera aussi de l'impact au niveau du département, de la compensation de l'État. Et puis j'aimerais bien qu'on aborde le rapport Rol-Tanguy qui vient de sortir. Et puis peut-être l'avenir pour la ville d'Anguin, le budget notamment. Et puis ce qui va se passer pour 2021, je pense notamment aux PIDS et aux entretiens européens d'Anguin. À vos côtés, Philippe Bernard, bonjour. Bonjour, bonjour Florence, bonjour aux auditeurs et auditrices. Vous êtes le directeur général des résidences Les Hespérides, marque créée par le groupe de restauration Compass, des appartements donc qui offrent des services pour faciliter la vie des seniors, des résidents et locataires ou copropriétaires. Alors, à nos côtés également, Redouane Bouchan, bonjour. Bonjour. Redouane Bouchan, vous êtes le cofondateur de la société Rainbow. Vous venez de recevoir le prix des talents des cités 2020 car vous avez créé un jeu qui s'appelle Mirabeau pour aider l'apprentissage de l'anglais et notamment pour les enfants. En tout cas, c'est comme cela que vous démarrez. Et nous verrons ensemble, bien sûr, ce qui le compose et pour quel usage. Je ne vais pas tout dévoiler, je vous laisse la parole. Mais c'est surprenant et c'est super ludique. Donc, je comprends que vous ayez un très beau succès et je pense que nos auditeurs vont être contents. Mais tout d'abord, comme d'habitude, c'est l'info du jour. Et l'info du jour, eh bien, c'est avec vous en direct. Jean-Michel Bert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président des Restos du Cœur. Alors aujourd'hui, on vous propose de faire un appel bien sûr aux dons et un appel aux bénévoles. Donc, mais déjà, ça fait combien? Un an que vous avez pris la présidence du Val d'Oise des Restos du Cœur? Oui, j'ai été élu président il y a un an, au mois de septembre 2019. Oui. Alors donc, quelle organisation pour les Restos du Cœur à l'heure de la pandémie? Alors, à l'heure de la pandémie, évidemment, on concentre tous nos efforts sur la distribution alimentaire, qui est tout de même notre raison d'être principale. Et tous nos centres ont été maintenus ouverts, tous nos bénévoles sont à pied d'œuvre, on y reviendra. Mais bien entendu, nous avons dû adapter nos procédures, puisqu'il est hors de question de laisser entrer des bénéficiaires en grand nombre à l'intérieur des centres. Nous respectons évidemment toutes les consignes relatives à de discipline, on va dire, sanitaire, de distanciation, de gel, de masque, etc. Et donc, soit ça dépend de la configuration des centres, soit les bénéficiaires peuvent rentrer par petit nombre, mettons 5 à la fois, typiquement, soit ils ne rentrent pas du tout et ils attendent à l'extérieur. Et donc ils s'annoncent et on va leur chercher, on leur donne des colis. Donc c'est une organisation relativement lourde qui peut entraîner un allongement des queues, des files d'attente, mais c'est totalement indispensable pour à la fois assurer notre mission de distribution tout en respectant bien entendu les contraintes sanitaires.
Et puis les consignes gouvernementales, donc, et le port du masque pour tout le monde, bien évidemment, et la sécurité des bénévoles, tout comme des bénéficiaires. Absolument, les deux, vous l'avez bien dit, les bénévoles et les bénéficiaires. Alors donc, au niveau de la distribution des repas, comment ça se passe? Vous ouvrez des ateliers à l'extérieur pour fluidifier ou bien vous laissez rentrer, comme vous avez dit, par petits groupes? Enfin, vous faites les deux? Comment faites-vous? Ça dépend de la configuration des centres. Il y a des centres qui ont 2 accès. Donc à ce moment-là, une entrée, une sortie, ça permet d'organiser une distribution. Donc dans ce cas-là, les bénéficiaires peuvent entrer, on limite à 5 en général pour permettre la distanciation, et on les sert à chaque poste de façon traditionnelle. Après, quand il n'y a pas cette facilité, à ce moment-là, ils attendent dehors. Bon, il fait un peu... la mauvaise saison est là, il fait froid, il peut pleuvoir, donc c'est pas agréable. C'est pas facile. Donc on essaye de faire au plus vite pour limiter les files d'attente, mais il y a des files d'attente. On essaye de donner, quand c'est possible, dans les centres, des rendez-vous aussi, avec des horaires. Il y a ceux de 9h du matin, ceux de 10h30 pour diminuer la file d'attente, mais il y a des files d'attente. Donc le bénéficiaire, il attend, et quand c'est son tour, il donne sa carte, et on va lui chercher à l'intérieur ce qui est prévu pour lui. Avez-vous suffisamment de bénévoles en ce moment pour le Val d'Oise? Alors les bénévoles, c'est pour nous un point difficile. Les bénévoles donc, sont souvent des retraités, les bénévoles des Restos du Cœur, donc des personnes fragiles, plus de 65 ans. 65 ans, c'est un jeune bénévole pour les Restos du Cœur. Donc la moyenne d'âge est un peu plutôt supérieure à 70 ans. Donc les gens, c'est bien normal, les bénévoles se protègent. Et certains d'entre eux ne viennent pas. N'osent même pas sortir, c'est ça? N'osent plus sortir, n'osent pas venir, surtout dans les centres, malgré les mesures sanitaires. Et donc, pour vous donner un chiffre, avant la crise, nous étions 900 bénévoles. Maintenant, nous ne sommes plus que 600. Donc il vous manque 300 bénévoles. Donc, il nous manque 300 bénévoles. Alors nous avons des volontés pour compenser très partiellement des bénévoles ponctuels qui viennent pendant qu'ils sont confinés. Ils peuvent venir 1 mois, 2 mois, mais ce n'est jamais suffisant. Donc on fait un appel aujourd'hui à des bénévoles. À la limite, si des étudiants qui n'ont pas cours ont du temps, il faudrait que des jeunes viennent vous aider, en fait. Toute personne qui a du temps. Toute personne qui a du temps. Que ce soit un étudiant, un travailleur, même en télétravail ou en chômage partiel, qui a du temps, de tous âges, toutes conditions, peut venir dans un centre des Restos du Cœur. Donc rien de plus facile pour faire ça. Vous allez sur le site des Restos du Cœur et là, vous serez réaiguillé automatiquement vers le département de votre résidence, en l'occurrence, si vous habitez dans le Val d'Oise, vers les Restos du Val d'Oise. Et là, il y a 2 personnes, bénévoles elles aussi, mais qui sont, on va dire, au service des Restos du Cœur et qui vous rappelleront pour voir avec vous, en fonction de votre lieu d'habitation, le centre le plus proche. Le centre le plus proche, et là où c'est possible. Donc c'est très facile, finalement, en allant sur le site internet, on est aiguillé au centre le plus proche. On a bien compris, Jean-Michel Baird, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du Resto du Cœur du Val d'Oise. Est-ce que avec cette pandémie, la demande de repas ou de nourriture a augmenté? Eh bien, donc, on a maintenant un peu d'observation sur la campagne d'hiver, puisqu'elle a commencé le 23 novembre. Oui, pour vous, la campagne d'été s'arrête fin octobre, enfin mi-novembre, et vous démarrez la campagne d'hiver maintenant. Donc les Restaurants du Cœur, le 3e mardi de novembre, c'est le lancement synchronisé sur toute la France de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Donc c'est le 23 novembre, on est quasiment au 15 décembre, ça fait 3 semaines. Sur ces 3 semaines, on a observé, alors je parle pour le Val d'Oise, une hausse d'à peu près 5% du nombre des bénéficiaires, comparé à la même période de l'an dernier. Voilà. Et pour la campagne d'été, puisque là vous avez plus de recul. Alors, la campagne d'été, donc elle est terminée.
de façon assez paradoxale, globalement, sur l'ensemble de la campagne d'été, le nombre de bénéficiaires n'a pas augmenté, ce qui est quand même paradoxal. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, on voit d'une part qu'il y a eu la période du premier confinement où les gens n'ont pas osé venir en fait, parce que c'était très stressant, très directif aussi les consignes gouvernementales. Donc il y a eu une très forte baisse au début, et ensuite ça a augmenté, et là aussi on était plutôt dans la classe plus 5% sur la période, on va dire, de juin à octobre. Et est-ce que, donc, petite hausse, finalement, vous pensez que pendant la première période de confinement, les gens n'ont pas osé sortir, et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de hausse spectaculaire? C'est comme ça qu'on l'explique. Oui, vous l'expliquez comme ça. Oui. Est-ce que le profil des bénéficiaires, par contre, lui, a changé pour vous? Alors, on a au minimum 20% de nouveaux bénéficiaires. Donc ça, c'est énorme. 20%, c'est énorme. Voilà, des gens qui n'avaient pas leur carte, qui n'étaient pas connus par les Restos du Cœur et qui sont arrivés dans les centres. 20%. Alors, c'est très variable selon les centres. Il y en a où c'est beaucoup plus. On va voir si ça se confirme parce que la campagne d'hiver, elle dure 16 semaines jusqu'à mi-mars. Hein. On va observer. Ce que l'on peut redouter, c'est quand même que les effets de la crise économique aillent en se développant et qu'on voit arriver une affluence qu'on n'a pas encore vue. D'accord, vous avez un petit peu peur que le premier trimestre en fait de l'année, vous répercutiez une hausse massive à partir du mois de janvier-février. Voilà, c'est ce qu'on peut craindre. Vous craignez. Pas d'effet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut demander? De quoi avez-vous besoin, hormis les dons financiers, bien sûr? Je ne sais pas, nourriture, vêtements. Est-ce que là, vous avez des besoins particuliers en ce moment pour justement durer l'hiver? Donc, on a besoin de bras. On a déjà cité les bénévoles. C'est quand même Donc, en priorité, c'est les bénévoles. Priorité, c'est les bénévoles. Ensuite, tout don de vêtements, en particulier de vêtements chauds pour l'hiver, pour les gens qui sont dehors, de chaussures aussi, ils n'en ont pas. Alors pour les jouets de Noël, c'est un peu tard maintenant parce que Noël arrive, mais on est tout au long de l'année. Il reste quand même 10 jours, on peut largement Oui. encore vous déposer des choses. Oui, on peut encore. On peut encore, et même tout au long de l'année, on peut nous en déposer. Après, on les trie, on prend les jouets d'occasion, il faut qu'ils soient en bon état, bien sûr. C'est comme les vêtements, pour qu'ils soient distribuables, hein, mais on prend tout. On a un entrepôt de 4500 m² à Argenteuil pour l'ensemble de ce qu'on reçoit. Donc nourriture, vêtements, chaussures et jouets, éventuellement, c'est vos besoins? Voilà. Vous avez besoin de tout? Oui, et particulièrement dans les vêtements, ce qui concerne le froid. Hein, pour l'hiver. Les vêtements d'hiver, on a bien compris. Des vestes des chaudes, des pulls. Des bonnets, même des gants. Ah, même des accessoires. Donc si vous nous écoutez et que vous ne voulez plus ou ça ne vous plaît plus vos affaires, eh bien déposez-les carrément au Resto du Cœur. Merci en tout cas Jean-Michel Bert d'être venu en direct faire cet appel. Alors en conclusion, on va peut-être rappeler l'adresse du site internet ou alors carrément l'adresse à Argenteuil où on peut venir déposer. Alors je vais vous donner l'adresse du secrétariat d'Argenteuil, ce qui sera le plus simple. Donc c'est AD95, A comme association, D comme départemental, 95 comme le Val d'Oise, .siège, SIEGE, arrobas, Resto du Cœur, RESTOSDUCOUR, tout attaché, .org. Voilà, c'est lancé. Alors que ce soit des dons financiers, des bénévoles, des vêtements, de la nourriture, des chaussures, des vêtements chauds et puis éventuellement un petit peu de jouets encore. Si vous avez des choses à donner, eh bien allez-y, c'est le moment. Les bénévoles vous attendent. Merci Jean-Michel Bert. Et puis on vous souhaite une très belle campagne d'hiver, bien sûr, 2020-2021. Merci beaucoup. Musique ou...
que nous sommes en relation avec les cabinets ministériels pour essayer de compenser, pour essayer de trouver les mesures qui vont tempérer l'impact. Pour le département, l'impact, lui, est essentiellement économique. Il est évidemment psychologique, émotionnel pour tous, mais économiquement, oui, parce que nous sommes un département industriel, beaucoup plus industriel qu'on l'imagine. On a la chance, souvent je le dis, que le Val d'Oise est une usine dans un jardin. Il y a des secteurs qui sont évidemment très industriels, d'autres très urbanisés, mais on a la chance aussi d'avoir les deux parcs régionaux, le PNR et les Trois Forêts. Et notre industrie, il y a des majors très importants qu'on connaît bien, ça s'appelle Dassault, il s'appelle Safran, Airbus, Hélicoptère, bien sûr, ou dans la cosmétique, Givaudan. Mais pour l'aéronautique, je dis bien, c'est dramatique. C'est dramatique parce que les carnets de commandes ont rétréci, ont été ou suspendus, et la sous-traitance, je pense à la sous-traitance. Nous avons 154 entreprises qui travaillent essentiellement pour l'aéronautique en Val d'Oise. Ben, vous imaginez que quand le carnet de commandes est dégarni de 50%, voire plus, c'est un drame. Ce sont des entreprises, certaines plus fragiles que d'autres, mais même des groupes, je pense à des groupes comme La Roche, souffrent. Donc entre 50, 30, avec des produits souvent pratiquement uniques au monde. Nous avons des peintures à haute résistance pour l'aéronautique et l'aérospatiale qui sont uniques, qui sont fabriquées dans notre département, qui ont été inventées dans notre département. On peut être très fiers. Les Valdoisiens ne savent pas toujours cette richesse technologique, industrielle que recèle le Val d'Oise. Là, on souffre. Je ne parle pas de l'aéroportuaire. Il ne retrouvera vraisemblablement son équilibre que vers 2025, 24-25. Certains, effectivement, 24-25, vous ne pensez pas avant 2024-25 l'équilibre ne sera pas retrouvé. Donc là, vous parlez d'ADP, carrément. Je parle d'ADP, de l'aéroportuaire. Vous savez, l'aéroportuaire, c'est pas seulement les voyageurs, il y a le fret également. Il continue à fonctionner, bien entendu, mais pour les voyageurs, nous connaissons l'impact. Alors on est heureux, on a moins d'avions au-dessus de nos têtes et Enghien-les-Bains en supporte beaucoup, c'est vrai, mais il faut penser aux emplois. Il faut penser aux emplois. La plateforme de Roissy, c'est 90 000 emplois, mais au-delà, c'est l'emploi aéronautique également. Donc là, vous avez suivi les actualités concernant Air France. Évidemment, ADP saura résister. Air France est beaucoup plus fragile. Air France est une compagnie nationale qui, à l'issue de cette crise, pourrait disparaître. Bon, on espère que non, bien entendu, que Air France ne va pas disparaître. Alors, parlons un petit peu de l'impact de la pandémie de l'Europe par rapport notamment à l'état de la Chine. Parce qu'on a l'impression qu'en Chine, tout va bien, il se passe très bien. Oui, c'est vrai. C'est un grand paradoxe qui interpelle. Voyez-vous, la Chine aujourd'hui sort de crise avec une sorte de printemps économique. C'est étonnant. D'ailleurs, il y a un vrai paradoxe dans les mots, parce que le mot crise en chinois, c'est Weiji. Et en fait, Weiji signifie danger, opportunité. Danger, oui, mais opportunité. Ils en ont construit tous les éléments. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un pays qui est sain, qui a généralisé le vaccin, dont l'économie est prospère, qui a exporté 60 milliards de masques et dont les réserves financières sont telles que dans le marché de la casse, car il y aura de la casse, hélas, en 21-22, des entreprises petites et moyennes, mais à haute valeur technologique, qui vont se retrouver en liquidation auprès des tribunaux de commerce ou évidemment dans le marché de gré à gré. Et avec leur énorme capacité, les Chinois vont faire leur marché. Vous pensez Je suis très inquiet. Vous êtes inquiet du fait que les Chinois pourraient racheter l'année prochaine, bien sûr, ou dans les 2 ans à venir, des entreprises ils se sont pas gênés jusque maintenant. Européennes. Ils se sont pas gênés pour faire du transfert de technologie en particulier, et aller souvent au-delà
de nos propres technologies pour les améliorer. Ils sont à l'affût, et on peut dire que cette pandémie est une opportunité pour eux. C'est insupportable à penser. Alors il y a des complotistes qui pourraient vous dire qu'ils l'ont fait exprès. Moi, je n'oserais jamais affirmer une telle chose. Mais il faut faire un constat. Il faut faire un constat. D'ailleurs, avec Pascal Boniface, puisque nous espérons organiser les entretiens européens d'Anguin comme chaque année, vraisemblablement, ils pourraient se dérouler évidemment en distanciel, avec tous les moyens technologiques qu'on a. On va réunir tout de même une très belle plateforme et nos fidèles seront là. Et Pascal Boniface a envisagé justement le thème de la Chine et des stratégies d'aujourd'hui, et des risques naturellement. Pour vous, c'est une stratégie voulue, vous pensez, cette pandémie Je ne peux pas le dire, en revanche. De la Chine, je veux dire. Bien entendu, je ne peux pas le dire, mais à réagir comme ils ont réagi. Alors, il est évident qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. C'est un pays qui a toujours été habitué à une gestion très drastique. C'est un pays d'autorité. C'est un pays aussi de solidarité, même si elle est construite, cette solidarité. Évidemment, la gestion de crise n'est pas celle que nous vivons. Et là-bas, on n'a pas imposé aux Chinois d'état d'âme. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir des états d'âme. C'était comme ça. Ça s'impose. C'est-à-dire que le port du masque, c'était obligatoire, ça s'impose. Oui, mais ça, c'est presque traditionnel, parce que c'est un pays où il y a toujours eu des maladies virales. D'ailleurs, quand vous lisez les relations que les jésuites missionnaires du XVIIIe siècle pouvaient faire dans leur voyage en Chine, ils s'étonnaient de ces fièvres estivales ou automnales qui faisaient des morts, et ils ont eu eux-mêmes donc des victimes. Donc, c'est un pays qui est différent. La grippe n'existait pas chez nous, ce sont les Chinois, c'est ça que vous voulez dire, ce sont les Chinois qui nous ont exporté la grippe. Par le mécanisme naturel, oui, bien entendu. Mais les grippes sont venues, les grippes aviaires viennent de Chine, les grippes porcines sont venues souvent de Chine. Mais là, c'est un phénomène, je pense que les historiens des épidémies travaillent. Alors revenons, si vous voulez bien, à l'impact de la pandémie pour la ville d'Anguin. Vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien noté, 10 millions en moins, ça veut dire un quart du budget de la ville en moins, en fait. Comment allez-vous faire l'année prochaine? Est-ce que vous revoyez tout votre programme culturel notamment ou autre? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a la gestion de l'événement dans les médias. L'événement conduit à des suspensions, des reports, des annulations d'événements. Nous n'avons pas pu faire en ce mois de décembre nos projections monumentales qui réunissent 90 000 à 100 000 spectateurs, puisqu'on ne peut pas, même s'il y a un petit peu de distance, on ne peut pas avoir 50, 100, 150 personnes de 17h à 21h sur le parvis de la mairie ou de l'église. Bien sûr, qu'il n'y a pas de village de Noël, il n'y a pas de patinoire, il n'y a pas une marché de Noël, bien sûr. Donc on réorganise en quelque sorte au jour le jour ou au mois après. Néanmoins, nous devons travailler sur l'année 21, parce que une ville comme Anguin, qui est atypique, dont l'économie repose sur de l'événement, sur de l'animation, nous sommes bien entendu en perspective, mais avec toujours des points de suspension, et dans les contrats d'ailleurs que je signe avec que ce soit artistique ou non, on a des clauses d'annulation qui doivent être acceptées parce que nous n'en avons pas les moyens de dédommager, donc ça doit s'accepter comme tel. Mais en revanche, ce qui est, je crois, une belle opportunité, c'est de repenser notre fonctionnement. Nous avons vécu dans l'aisance, voire à une époque dans l'opulence. Donc de cette aisance, on prend, comme toujours, des postures de confort. C'est pas sain. Et par là, j'ai demandé d'ailleurs à chaque chef de service, chaque directeur, de repenser son service pour évidemment faire des économies, mais pas seulement. Il faut que nous aboutissions à un nouveau projet qu'on appelle d'administration pour produire différemment, produire mieux,
en termes de services, puisque nous fournissons donc des services aux usagers, à nos Anguennois, nos administrés, mais pas qu'aux Anguennois. Il faut qu'on imagine qu'Anguin, vivant de l'extérieur, donc de nos clients, de nos visiteurs, de nos touristes, il faut qu'on soit toujours au rendez-vous de leurs besoins, de leur comportement, qui eux aussi vont évoluer. Donc on doit être en anticipation, en perspective et en reconstruction. Alors là, l'immédiateté, c'est les commerces dits non essentiels. Ouais. Vous avez décidé justement de subvenir aux commerçants en accordant une subvention, c'est bien ça? Non, parce que... Pour une aide à vendre? Non, ça c'est le rôle de l'État. Bon, chacun son rôle. Pour Enghien-les-Bains, où le commerce est toujours très actif, avec une belle diversité d'offres, avec des commerces attractifs. On vient de loin, comme on vient de loin pour ces médecins spécialisés, tout ce médical, ce paramédical, voire aussi les services qu'on appelle des auxiliaires de justice. On a beaucoup d'avocats. Donc c'est une ville où on converge. Il faut rester très attractif. Et par là, nous avons voulu vraiment donner à ce mois de décembre le plus de lumière possible. Donc illumination soutenue, élargie, bien entendu. On musicalise également donc l'artère principale et la rue de Morat. Et nous avons voulu pendant le confinement inviter en quelque sorte les commerçants qui étaient dynamiques à se brancher sur un click and collect, et par conséquent c'est une démarche que nous avons entreprise avec la région, puisque nous avons donc mis à leur disposition, ça nous a coûté 12 000 euros quand même, 50% pour la région, 50% pour la ville. Nous livrons aux commerçants les sapins qui ont été livrés. Nous avons aussi mis en zone piétonne le samedi, le dimanche, la rue de Gaulle. Le grand parking Rose Casino, c'est une 460 places, il est gratuit du matin, du samedi et dimanche, jusque donc toute la journée, de 9h du matin à 19h. Donc là, c'est pour faire ses courses, faire venir tranquillement. Voilà, les chalands de la vallée de Montmorency d'ailleurs, et puis se retrouver dans une ville vraiment qui est tellement lumineuse, tellement gaie, ils y trouveront sans doute de bons produits, mais peut-être que même s'il n'y a pas le village, s'il n'y a pas d'animation en tant que telle, ils auront de la gaieté. De la gaieté en venant se balader rue du Général de Gaulle, rue de Morat, enfin dans les rues commerçantes. Alors, dans vos fonctions, vous êtes vice-président du département du Val d'Oise. Le rapport Rol-Tanguy est tombé il y a quelques jours. Oh oui, plus que ça maintenant. Il y a bientôt semaines, un mois. On va dire, oui, il y a un mois, ça va très vite. Donc, qu'en pensez-vous? Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement au courant, qui ne suivent pas l'actualité économique institutionnelle du département au jour le jour, le rapport Rol-Tanguy est une réponse de compensation à la décision qui a été celle du président Macron d'annuler le grand projet d'Europa City sur l'est du département, sur ce qu'on appelle le triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse est un espace de 690 hectares qui part de Roissy, en quelque sorte. C'est une base inversée et la pointe est sur l'ex. On ne l'appelait pas de doigt de Gonesse dans mon enfance. Voilà. Et 290 hectares devaient être urbanisés, 400 étant sanctuarisés agricoles, bien entendu. Et sur ces 290 hectares, un très gros projet financé par Yves Auchan, qui a pris un nouveau nom, enfin par Auchan en général, était de repenser une zone à la fois culturelle, touristique, commerciale, sportive.
Ça a beaucoup fait parler, ça a surtout mis en mouvement et en réaction, en opposition, les associations écologiques, les Amis de la Terre, Val d'Oise Environnement, des contentieux, et puis les zadistes étaient déjà pratiquement prêts à s'implanter. Il est vrai qu'après Nantes, ils n'avaient plus de zone d'intervention. Bon, la décision a été prise, mais c'était... oublier que Europa City, c'était 10 000 emplois, c'était un investissement de 3 milliards d'euros, c'est du colossal, dans un secteur, mais très fragile, socialement difficile. Bon, il fallait une compensation. Donc on a demandé à un haut fonctionnaire de l'État honoraire aujourd'hui, qui est donc ingénieur général Rolf Tanguy, de consulter autour de lui pour voir comment, avec des centaines de millions que l'État était prêt à mettre, environ 1 milliard, sur évidemment une série d'années, quels équipements, quelle industrialisation, quelle animation, quelle force d'enseignement pourrait venir compenser. Et ce rapport est tombé, il est extrêmement décevant. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne reprend pas en quelque sorte la mesure du site, des exigences en matière de transport. Nous n'avons pas vraiment les consolidations qu'on attendait. Est inventé une sorte de ligne, parce que le métro express doit être consolidé sur ce secteur, une ligne 17 bis dont on n'a pas bien compris. On ne sait pas quel est l'avenir culturel de ce secteur. En matière de formation, c'est du saupoudrage. Voilà. Donc le département, comme la Chambre de commerce... Vous n'avez pas entendu, c'est-à-dire que le rapport, vous voulez dire, ne prend pas en compte tout ce qui a été exposé. Que vous avez pu proposer. On n'a pas le temps là d'exposer, on ne va pas vous faire le catalogue, mais sachez que les deux grosses institutions, qui est la Chambre de commerce et d'industrie, présidée par Pierre Cuchely, a vraiment d'abord travaillé avec ce préfet et ingénieur général. Deuxièmement, ils ont vraiment proposé une plateforme de compensation forte, intelligente, adaptée. Le département, pareillement. On vient d'écrire, d'ailleurs, au Premier ministre. Le département a pris la décision, à travers un document de 10 à 11 pages, de faire l'inventaire de nos besoins. Tout n'est pas évidemment immédiatement solutionné, mais il y a des besoins qui sont des besoins vécus et n'ont pas été pris en compte une fois de plus. On a l'impression... Donc des réunions, des rendez-vous pour rien, c'est ça que vous dites, du temps perdu pour rien. Franchement, là, oui, c'est du temps perdu. Donc là, perdu. vous avez écrit directement au Premier ministre pour proposer les mesures que vous lui avez... La présidente Marie-Christine Cavecchi a signé donc un document qui est un document d'analyse qui a été établi par des experts, par ses services. Alors, Pascal Doll, le président de Roissy Développement, de toute la zone est du département. Et de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, nous a dit il y a quelques semaines à ce micro qu'il y avait un besoin de 40 000 emplois pour cette zone-là. Quand aura-t-on une réponse du Premier ministre, puisque vous lui avez fait des propositions, et vous êtes peut-être encore en train de faire des propositions, le département et la CCI conjointement? Je vais vous répondre que c'est Noël. Noël. On attend. On attend le cadeau. On attend les cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux en plus. Ce sont des compensations légitimes et urgentes parce que c'est un territoire abîmé, qui a des richesses d'hommes et de femmes, qui a une capacité de développement. Voici, c'est quand même la porte internationale de l'Île-de-France, voire la porte même de la France tout court. Et il y avait un projet là, on balbutie dessus, moi je le trouve intelligent, mais déjà il y en a qui disent ça conduit à des camions. Rungis fête ses 50 ans. Rungis est usé aujourd'hui et il est unique. Or, il n'est pas impensable de créer, et d'ailleurs les sociétés gérant Rungis n'y sont pas hostiles, ont travaillé dessus, un marché d'intérêt national au nord de Paris et dans ce secteur. Vous voyez tous nos commerçants, tous nos fruitiers, tous nos fleuristes, tous nos bouchers pourraient aller se rapprovisionner à 5-10 km de chez nous. On pourrait avoir les producteurs qui viennent directement et on n'est pas opposé à de la permaculture non plus, on n'est pas opposé. Alors, je pense qu'on peut arriver à se rencontrer, mais il faut sortir des radicalismes pur. Et en plus, je veux dire, on veut que les Français circulent moins, donc ça permettrait de désengorger
les périphériques de Paris pour partir. Et puis ça permettrait d'avoir une plateforme qui pourrait desservir également, pourquoi pas l'Oise, enfin des départements. Oui, tout à fait. France, mais ça me paraît même l'évidence. Hein. Alors, on se plaint, j'ai une autre question des auditeurs, c'est on veut réindustrialiser la France, mais en même temps, on ne lui permet pas d'avoir des territoires pour s'implanter à l'industrie ou à d'autres projets. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire des choses un peu plus vite qu'ailleurs, finalement? Si on veut industrialiser intelligemment et technologiquement propre, parce qu'on peut le faire, hein, il faut du foncier économique. Il faut de l'emploi avec de la formation. Là, on a aussi du déficit. Ne l'oublions pas, il y a du déficit. Il y a dans des domaines, moi j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, quand une industrie parfaitement propre de cosmétiques, donc de chimie naturelle, hein, c'était que des produits naturels, a eu besoin d'engager 14 techniciens de la cosmétique, ils les ont pas trouvés sur place. Bon. Hein, et on le voit dans l'aéronautique, c'est pareil, je l'évoquais, hein, la formation en aéronautique, heureusement hein, que le centre de formation et d'apprentissage qui s'est réinstallé à Bonneuil, hein, mais qui a été fermé pendant très longtemps, sinon nos enfants hein, allaient, pour être techniciens de l'aéronautique, ils allaient à Saclay, hein, vous imaginez. Donc il faut de la formation, il faut de l'habitat, et des transports. Voilà ce qu'il faut pour faire de l'industrialisation. Or, on n'a plus de foncier économique et on a un bras de fer en permanence lorsqu'on veut grignoter hein, des terres qui ne sont pas nécessairement hein, les mieux placées hein, pour faire un peu effectivement d'emplois et créer des emplois. On a tous les radicaux, les idéologues hein, gauchistes et verts hein, en même temps hein, pour s'y opposer et faire des contentieux qui retardent d'1 an, 2 ans, 3 ans et 10 ans. Mais quel est l'intérêt de faire des appartements, des logements, si on ne peut pas donner du travail aux gens qui habitent là, vous avez la réponse. En posant la question, vous avez la réponse, c'est incohérent. C'est incohérent. Donc vous allez repartir en rendez-vous au plus haut, c'est ça? C'est pour ça que vous avez interpellé le Premier ministre? Oui, bien sûr, c'est ce que notre président et également Valérie Pécresse, hein, là-dessus, c'est un combat hein, qu'elle a également entamé pour l'Est de ce département. Mais je pense qu'on a trop peur, en fait, des conflits de la nature de ceux de Nantes hein, ou de quelques autres ZAD hein, qu'on a rencontrés dans l'Est de notre pays. Bon, bah, espérons qu'on ait un beau cadeau de Noël ou de début d'année. Alors... Oui, tout à fait. Bon, juste, hein, c'est pas philosophique, mais voyez-vous, nous vivons une période extrêmement difficile pour tous nos compatriotes, pour nos habitants, nos administrés, qui sont plus ou moins frappés. Hein. Il y en a qui sont dans un relatif confort et d'autres dans la vraie douleur. C'est l'année 21 qui va être difficile. Hein. C'est l'année des bilans, c'est l'année, hélas, hein, où les plus fragiles, hein, les petits commerces les plus fragiles, les start-up qui n'auront pas réussi à avoir les compensations hein, et à se développer. Mais en revanche, hein, on tire toujours, peut-être comme les Chinois, hein, un profit hein, d'une crise, hein, d'un combat. Ça s'appelle la philosophie de l'échec hein, et il faut qu'on en tire le meilleur. Alors justement, en parlant de meilleur, un beau forum, beau salon, habituellement en mois de janvier, c'est le PIDS, le Paris Image Digital Summit, donc le salon de la réalité virtuelle ou des effets spéciaux. Que va-t-il lui arriver pour le mois de janvier? Comment allez-vous vous réorganiser? Vraisemblablement, il ne pourra pas se tenir en présentiel. Il va se dérouler donc, avec nos technologies de communication qui sont très très au point. Hein, ne serait-ce que hein, sur ce champ qui est celui des technologies très avancées. Hein, pour nos auditeurs, hein, le PIDS, c'est le rendez-vous professionnel depuis maintenant 5 ans de tous ceux qui sont des post-producteurs. Il n'y a plus un film aujourd'hui hein, ou un documentaire d'animation de loisirs sans qu'il y ait
nécessairement du numérique. Dans les films, hein, au lieu de faire des décors, au lieu de faire... Bon, ce sont des effets spéciaux. Hein, ce sont donc des gros laboratoires aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et la France est très très bien placée, avec de très belles écoles. Hein, c'est Lumière, c'est Méliès, c'est Artefix, hein, avec des élèves qui reçoivent des Oscars hein, chaque année. Et c'est ce rendez-vous. Hein, donc sur rendez-vous professionnel, innovation, on s'ouvre aussi au public. Et il y avait, et ça nous pose un vrai souci, c'est la job fair. La job fair, c'était ce marché en quelque sorte hein, d'emploi et de stage offert au minimum à hauteur de 500-600 postes, que les grands professionnels qui venaient donc d'Europe et de France pour rencontrer des jeunes gens, des étudiants ou des jeunes professionnels, ils se tenaient évidemment en présentiel avec un contact immédiat. Et là, nous avons effectivement un problème d'organisation. Donc, on se reverra, si vous voulez bien, Philippe Sueur, au mois de janvier pour en parler, bien évidemment. Et on oui, volontiers, volontiers. Donc, on pense à tous ceux qui recherchent un emploi dans ce domaine. On espère bien que ça pourra, bien sûr, continuer. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct en studio. On va vous souhaiter une très belle fête de fin d'année. Et puis on espère vous revoir en pleine forme au mois de janvier. Bien. Autre sujet du jour, second sujet du jour, ce sont les résidences de service. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Philippe Bernard. Philippe Bernard, vous êtes le directeur général des Hespérides, cette marque créée par le groupe Compass. Alors, je dis Compass avec un C, parce que il y a aussi Compass avec un K, ce qui n'a rien à voir. Ce n'est pas deux sociétés sœurs, ce sont deux groupes différents. Alors, expliquez-nous déjà qui est le groupe. Alors, Compass est un très grand groupe de restauration collective qui était connu dans le temps par le biais de la marque Rest, marque qui perdure toujours. Donc le groupe Compass intervient dans les trois domaines de la restauration que sont la restauration en entreprise, Rest, la restauration dans le milieu de la santé, Medirest, et la restauration dans le milieu scolaire qui est Scolarest. Voilà. Donc ce groupe a été repris dans les années 2000 par la société Compass et voilà, c'est un des leaders mondiaux. On parle beaucoup d'un concurrent, mais voilà, c'est le numéro 1 dans le monde. Donc en termes de restauration, je crois que ça emploie à peu près 450 000 personnes. Donc vous avez combien de marques de restauration toujours dans le groupe ? Au principal, il y en a 4, et puis une 5e, donc Eurest, Scolarest, Medirest, Exalt, qui est une restauration d'entreprise pour des sièges d'entreprise, et puis une autre structure qui s'appelle Médiance, qui intervient dans les hôpitaux en termes de librairie, de sandwicherie. Voilà. C'est les 4 marques principales. Voilà, un grand distributeur donc dans ce domaine. Alors, vous gérez donc la partie résidence de service. Quel est le concept, quelle est la mission finalement des Hespérides ? Alors, en réalité, les Hespérides, ce sont des copropriétés avec service, c'est-à-dire un ensemble immobilier dans lequel il y a des espaces communs et dans lequel les gens peuvent être soit copropriétaires, soit locataires, et ils vont partager entre eux une notion de service et une notion de personnel. À savoir qu'il y a un accueil en permanence, 24 heures sur 24, il y a une animation qui peut être une salle de sport, qui peuvent être des cours, qui peuvent être donc il peut y avoir du théâtre, il peut y avoir de la sophrologie, il peut y avoir donc qui est organisé par des services extérieurs. Et puis l'autre élément essentiel, c'est la restauration, où les gens peuvent déjeuner le midi ou le soir. Alors c'est une restauration qui est faite à base de produits frais et qui fait le lien entre la société Compass, restaurateur, et la société de gestion que je représente, la société Soprégie, et de transaction qui s'appelle Soprégie. Donc c'est à peu près 3500 logements en France aujourd'hui. Hein. C'est la plus ancienne structure de résidence avec service. Et l'idée, c'est de mettre en commun un bien de façon à ce que les gens vivent mieux et vivent au mieux un moment
particulier qui est le fait de basculer vers le troisième âge. Hein, et donc, le bien vivre ensemble est un élément important pour ces personnes-là. Et donc, ces structures ont été créées pour cela. Elles ont un élément essentiel, c'est qu'elles sont situées en plein centre-ville des grandes villes de France. Et c'est ce qui détermine, si vous voulez, leur particularité. Vous êtes à peu près présent dans combien de villes? Une quarantaine, c'est ça, Oui, si la à peu mémoire est près. bonne. Voilà, on est dans toutes les grandes villes de France et grandes agglomérations, je dirais. Quelles sont les surfaces des appartements que l'on peut ou louer ou acquérir? Alors, c'est un 2 pièces qui est le standard, je dirais, le nombre le plus important de logements fait à peu près 45 mètres carrés. Voilà, ça peut aller aux 3 pièces qui va aller jusqu'à 70 mètres carrés. Les studios font 25-30 mètres carrés. Il y a une demande pour des studios. Quelle est la demande en fait? Alors, en réalité, la demande, elle est surtout pour des grands appartements. Et c'est peut-être été une erreur du promoteur au départ de réaliser peut-être trop de studios en fait, parce que la demande aujourd'hui est d'avoir un lieu à vivre qui soit suffisamment conséquent. Et du coup, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous réunissez des studios pour pouvoir faire des grands appartements? Vous arrivez à réaménager? Alors, le fait que ce soit des copropriétés fait que les gens sont chez eux. Voilà. Donc, je ne peux pas les obliger à réunir 2 appartements s'ils ne le souhaitent pas. Après, c'est une question d'opportunité. Il se peut que parfois 2 studios soient les uns à côté des autres. Qu'un acquéreur veuille prendre les 2 et les réunir. Bon, ça reste marginal quand même. Et donc, vous avez dit que donc la clientèle, c'est bien sûr des gens à partir de 65 ans. Quelle est la typologie des clients qui s'intéressent et qui viennent aux Hespérides? C'est à peu près la moitié des salariés qui sont employés au sein de la restauration. Et vous choisissez, voilà, les repas sont préparés, vous choisissez, il y a des menus qui sont établis, mais voilà, vous avez un choix avec une carte express et autres. Donc c'est une très belle qualité et je vous invite à venir découvrir. Et du coup, on n'est pas obligé de manger si on ne veut pas, c'est un choix, c'est à la carte, je suppose. C'est un choix, c'est à la carte. Vous pouvez venir tous les jours, vous pouvez ne jamais venir, voilà, c'est un choix. Et à partir du moment où vous acceptez de payer ces charges de copropriété, vous êtes libre d'utiliser ou pas les services. Alors vous avez, pour les Hespérides, vous gérez une quarantaine d'établissements, on va dire, de résidences de services. Ça a le vent en poupe, logiquement, le concept des résidences de service. Est-ce que vous envisagez de vous développer, d'en construire d'autres? Alors, nous, on a une particularité, c'est que nous sommes ce que l'on appelle le modèle des résidences avec service de première génération. Ce terme a été utilisé. Il y a une loi sur le vieillissement qui est parue en 2015. Et aujourd'hui, le modèle des résidences avec service, ce sont des résidences différentes, dans le sens où vous allez avoir des investisseurs qui vont aller chercher une rentabilité fiscale, je dirais. Ils vont confier à un exploitant, par le biais d'un bail commercial, le fait de mettre en location leur appartement sur une durée d'une dizaine d'années. Et le dit exploitant va organiser les services et donc à la fois verser une rémunération à l'investisseur et faire un gain, si vous voulez, sur l'organisation des services. Donc, quelque part, je défends un modèle un peu ancien. Il y a une centaine de résidences de ce type en France qui représentent à peu près 7-8 000 logements par rapport à la centaine de milliers que l'on considère comme étant des résidences avec service. Ce concept où c'est les gens qui s'organisent par eux-mêmes et qui, pour leur bénéfice propre, je dirais, organisent ces services, à l'instar de ces autres qui, elles, on est plus dans une notion de rentabilité commerciale. Alors, le fait du bien vieillir est un élément important et donc effectivement ces résidences avec service ont le vent en poupe. Après il faut faire attention, un bien immobilier c'est l'emplacement. Voilà. Si vous avez des résidences services qui sont au fin fond, je dirais d'une zone où il n'y a pas de vie autour, voilà, vous aurez du mal à ce qu'elle fonctionne dans le temps. Bien sûr. Et donc, l'objectif pour les Hespérides, c'est déjà de bien gérer ces 40 établissements. C'est de faire valoir leurs différences. Ce sont des résidences donc en plein cœur de ville, de se maintenir dans ce système autogéré et de faire reconnaître la qualité des services qui sont les leurs.
par rapport à vos concurrents, j'allais dire, c'est quoi votre différence finalement? La différence, c'est l'emplacement, puisqu'on est dans le 16e, on est dans le 17e, on est au cœur d'Aix-en-Provence, au cœur de Marseille. Voilà, et les gens peuvent trouver toutes les commodités autour de chez eux. C'est la liberté d'utiliser ou pas les services, la liberté d'acquérir ou de louer leur appartement. Et c'est le fait que le seul souci que nous avons, c'est la qualité des services que l'on va pouvoir offrir. Est-ce que il y a il y a un souci pour tout le monde lorsqu'on vieillit, si on se dit va-t-on devenir dépendant ou pas? On espère tous rester en bonne santé, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe si on devient dépendant et qu'on est aux Hespérides? Alors, est-ce que déjà forcément, tout dépend le degré de Bien dépendance. On dit que finalement, on commence à basculer vers la dépendance au-delà de 80 ans. Et finalement, je lisais, il n'y a que 16-17% des gens qui commencent à être dépendants, quel que soit l'impact du phénomène. Et donc, si les gens vont pouvoir être accompagnés jusqu'à un certain point, ils vont devoir l'organiser à titre personnel. Un point au-delà duquel ils seront obligés de quitter la résidence, donc soit en revendant leurs biens, soit en s'organisant avec leur famille. C'est-à-dire que si on a des problèmes de santé et qu'on peut faire venir des soins à domicile, on peut rester aux Hespérides. Par contre, si on a besoin d'un lit médicalisé, là, il est plutôt conseillé de toute façon d'aller dans des structures adaptées. Bon, à la base, si vous voulez, ce sont des résidences pour des seniors autonomes. Bon. Donc, il peut y avoir un accompagnement organisé par les gens. Maintenant, il y a quelques gens qui ont des personnes qui peuvent être en permanence avec elles. Hein. Mais voilà, au-delà d'un certain seuil, les résidences ne sont pas équipées pour répondre à ce besoin. Maintenant, les gens sont chez eux. Hein, je tiens à le rappeler. Donc chacun fait comme il veut. Ils font ce qu'ils veulent jusqu'à un certain point. Je dirais que la limite, c'est de ne pas être dans un état qui fait que les autres doivent le supporter. C'est-à-dire les hôtesses ne sont pas là pour répondre à un handicap. Donc voilà, il y a une sorte d'appréciation qui est faite par les directeurs d'établissement et d'essayer d'accompagner autant que faire se peut. Mais à un moment donné, je dirais, il faut savoir quitter ces résidences. Alors on a beaucoup de centenaires, enfin il y a des gens, les gens vont de 75 ans à 100 ans, hein, donc ils y vivent bien. Il y a des gens qui ont passé 20-25 ans de leur vie, voilà. Mais à un moment donné, ce n'est pas un établissement médicalisé. Non, mais l'avantage, c'est vrai, c'est rompre l'isolement, c'est très intéressant en fait, quelque part. Et parmi les éléments qui aident au bien vieillir, je vous dis, il y a la relation sociale, il y a le partage, et il y a le bien manger d'ailleurs aussi. Alors, au niveau de votre fonction directeur général, vous avez des besoins, bien sûr, et notamment vous avez des offres d'emploi à pourvoir. Quelles sont-elles, Philippe Bernard? Alors, le domaine de la restauration, notamment, est un domaine dans lequel on manque de main-d'œuvre. Hein, il y a beaucoup de besoins. Donc, on peut avoir d'une façon générale besoin de chefs. Besoin donc de cuisinants dans notre domaine à nous, mais au-delà de ce qu'est la profession. Donc ça, c'est presque en permanence, si vous voulez. Donc si on est chef, on peut vous contacter. Tout à fait. Et je dirais que l'intérêt qu'ils peuvent y trouver, c'est qu'on sort de la restauration traditionnelle ou commerciale. On n'a pas des horaires, on a des horaires à 20h le soir, on peut quitter l'établissement, on arrive à 8h. Enfin voilà, c'est pas les horaires de la restauration jusqu'à 2h du matin. Classique. Donc les gens, après être passés par ces maisons-là, peuvent trouver un intérêt à avoir un cadre de vie plus autre et profiter de leur famille. Donc ça, c'est le besoin principal. Après, voilà, on cherche par exemple un directeur d'établissement dans l'Est parisien. Donc voilà, si des gens peuvent vous contacter ou peuvent me contacter pour ça. Alors comment fait-on justement si on est intéressé soit par les Hespérides parce qu'on recherche un appartement à acheter ou à louer, soit parce qu'on veut répondre aux offres d'emploi que vous avez à pourvoir? On a deux sites en fait. On a le site soprégime.com et sopregi.fr qui vous permettent de passer des messages et qui vous permettent d'entrer en contact avec nous. Voilà, donc par internet, et là on envoie un petit mail et quelqu'un va nous répondre bien sûr rapidement. Vous tapez les Hespérides, Soprégime et vous aurez le contact.
Merci beaucoup Philippe Bernard d'avoir présenté ces résidences de service qu'on connaît effectivement depuis longtemps, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. C'est une bonne idée parce que on va vieillir, la population française vieillit et va vieillir encore plus dans les années à venir, et on aurait besoin d'environ 700 résidences de service, donc il en faut. C'est quand même une bonne alternative, notamment quand on est seul, et je trouve que c'est quand même une bonne idée. Oui, et puis c'est aussi un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, hein, parce qu'il y a une demande au-delà de la restauration, de l'aide à domicile et autres, et c'est forcément un concept qui se développera, et dans lequel, oui, il y a un investissement très fort. On parle de la silver economy, on parle de... Voilà, donc la silver economy, c'est aussi, même si... différent de ce que présentera le monsieur qui est là, c'est aussi un vecteur qui est porteur et dans lequel voilà, qui est en train d'évoluer. On parle de nouvelles technologies, les seniors sont de plus en plus connectés, voilà, il y aura forcément une évolution de ces modèles, et il y a un réel besoin pour la population. Et il y a un réel besoin, c'est tout à fait exact. Je reprends. Dernier sujet du jour. Alors cette fois, on passe bien sûr d'une tranche d'âge à carrément l'autre. Cette fois, on va s'intéresser aux tout jeunes, à tous ceux qui ont envie d'apprendre les langues finalement, avec vous, Redouane Bouchane, car vous êtes le cofondateur de la société Rinbo, société qui a été créée très récemment. Ça fait un an et demi. Exactement, à peu près. Voilà. Grâce à la rencontre de deux personnes. Finalement, vous étiez en école de commerce et c'est comme ça que vous êtes rencontrés? Ah non, pas du tout. L'école de commerce, je l'ai quittée il y a une dizaine d'années. On s'est croisés au Stade de France il y a 3 ans. C'était dans un événement, en fait, un Startup Weekend. Donc un événement en fait qui permet de mettre en contact des start-upers, donc des gens qui ont une idée toute faite, des gens qui veulent contribuer à une idée. Ça s'appelle sous un autre nom, c'est plus connu sous le nom du hackathon. Et donc en fait, on se réunit par équipe, on a une idée, on a un week-end pour la constituer. Et donc à partir de là, quand on s'est rencontrés, lui avait son projet, il m'en a fait part, on est resté en contact et après on a avancé plus tard sur ça. Plus tard. Et donc petit à petit, l'idée s'est concrétisée en un jeu. Alors c'est un jeu qui s'appelle Mirabeau. C'est ça. Et vous venez pour ce jeu d'ailleurs d'obtenir le prix du talent des cités 2020, parce que vous êtes originaire d'où? Alors moi-même je suis originaire de Saint-Ouen, donc pas très loin d'ici, en Seine-Saint-Denis, et mon associé est originaire de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Alors donc expliquez-nous le développement, on va peut-être pas faire tarder les auditeurs. Mirabeau, donc ça aide les enfants à l'apprentissage de l'anglais. Expliquez-nous le kit quand on achète donc cette boîte de jeux. D'accord, alors nous en fait on a fait le pari de mettre le meilleur de la technologie entre les mains des enfants. Il faut savoir que les enfants maintenant sont ultra connectés, à défaut de vouloir leur interdire les écrans parce que je pense que ça commence à devenir inévitable. On peut pas, voilà, l'idée c'est vraiment de cadrer l'apprentissage, cadrer l'utilisation de la technologie pour qu'ils joignent en fait l'utile à l'agréable. Et du coup le kit, je vais le montrer pour les auditeurs qui me regardent à la caméra, il se compose en fait d'un casque de réalité virtuelle. Il y a un livre avec un chevalet et en fait au fur et à mesure on télécharge l'application sur le téléphone et au fur et à mesure en fait de l'utilisation il y a 55 leçons d'anglais, donc ça fait plus de 10 heures de contenu, un peu plus de 200 mots de vocabulaire et les enfants apprennent avec des thèmes divers et variés, donc le thème des pirates, le thème de la famille royale, le thème des animaux, et à chaque thème en fait comporte des savoirs en fait, par exemple apprendre les métiers, apprendre les instruments de musique, apprendre les activités d'une famille, l'environnement. Les mots de base finalement. C'est ça, c'est vraiment pour être en complément au programme scolaire. L'objectif, c'est pour cette première version, parce qu'on vient de commencer, c'est adapté aux enfants de niveau primaire. Et l'idée, c'est de leur donner confiance déjà, parce qu'en France, on a 90% des gens qui font de l'anglais,
même 95, et seulement 13% ont un bon niveau. Donc il y a un réel problème. Et l'idée, c'est que... Il y a un gap. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de donner confiance aux enfants, de les outiller pour que lorsqu'ils font des cours d'anglais en primaire et qu'ils arrivent en 6e aussi avec un vrai programme d'anglais, qu'ils soient déjà outillés et qu'ils sentent l'envie en fait de progresser. Et du coup, vous avez dit, alors donc, ce sont des lunettes de réalité virtuelle, dans lesquelles, je vais les décrire pour ceux qui ne nous voient pas mais qui nous entendent, donc dans lequel on peut poser un téléphone. C'est ça, exactement. Donc, parce que vous avez en même temps développé une appli, c'est ça. Mais vous avez dit, on a un livre. Alors, est-ce qu'il faut utiliser les trois en même temps? Exactement. Donc là, je vais montrer un peu comment ça se passe au niveau des auditeurs qui nous regardent. Donc, on télécharge l'application. L'application donne le choix à différentes leçons. Ensuite, par exemple, on va choisir le thème de la famille pirate. Donc, on lance la leçon. Et en fait, il faut savoir aussi qu'on a 2 modes de jeu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lancé la leçon, eh bien, je vais mettre le son du téléphone, voilà, comme ça les auditeurs vont entendre. The Pirate Dad. Et donc, à chaque fois en fait qu'on tourne une page, on a un élément qui apparaît sur le livre en 3D. The Pirate Mom. Donc là, il faut mettre le casque pour voir. Voilà, ou sinon, ça peut s'utiliser en tablette pour jouer en famille. C'est-à-dire que les parents peuvent accompagner les enfants dans leur apprentissage en jouant avec la tablette et pour leur permettre en fait d'apprendre en même temps. Donc une leçon, c'est 12 pages de vocabulaire, on présente 3 mots, donc ensuite on pose des questions. Je ne sais pas si les auditeurs nous entendent, donc on demande à toucher le papa pirate, j'appuie, et là je fais une bonne réponse. Et là j'ai plein d'étoiles parce que j'ai tapé la bonne Exactement. touche, comme dans tous les jeux en fait. C'est ça. Gagne. Et donc dans le livre en fait comporte 12 pages, c'est un livre magique, c'est-à-dire qu'en fait on garde le même livre pour faire toutes les leçons changent dans l'application. Et l'idée aussi, comme on le disait, c'est vraiment de cadrer l'apprentissage. La leçon ne dépasse pas 10 minutes. Et aussi, il faut savoir qu'on est made in France et qu'on a une approche inclusive, c'est-à-dire qu'au-delà du problème de l'apprentissage de l'anglais, on a un autre problème qui est une priorité de santé publique selon la Haute Autorité de Santé, c'est qu'on a plus ou moins 20% des enfants qui sont atteints de troubles de l'apprentissage. Ça peut être de la simple dyslexie, de l'autisme ou des troubles un peu plus type hyperactivité, etc. Et en fait, les parents ont un réel problème, c'est-à-dire que pour décrocher un rendez-vous chez l'orthophoniste, avoir un suivi, etc., il y a des longues files d'attente, il y a un réel manque d'outils adaptés. Et nous, en fait, on a voulu prendre ça à contre-pied, c'est-à-dire que là où ces parents, justement, ont des difficultés à trouver des contenus adaptés, c'est de faire un outil pour tous les enfants, mais qui prend en compte les besoins de ces enfants. Alors, ce produit, vous l'avez appelé Mirabeau, pourquoi? Alors, Mirabeau pour plusieurs raisons. Donc au début, on s'appelait Kidzebookie. Quand on a testé, parce qu'on a testé sur 500 enfants, on s'est rendu compte que les enfants, dès qu'ils entendent kids, ils veulent se prendre pour des grands. Donc en entendant kids, ils disent non, mais moi je suis pas un kids, j'ai 10 ans, je suis un grand, je veux faire comme papa, maman, avoir un téléphone, un casque VR, etc. Et donc en fait, après, on a au début, à ce moment-là, on était en pleine réflexion pour la production, pour le développement produit. Et on a fait le choix du Made in France. On a voulu prendre un mot qui sonne français. Donc il y a plusieurs raisons. Mirabeau, c'est les initiales de Mixed Reality Book en anglais. Il y a également le personnage historique, qui également est le premier député issu du tiers-état du peuple. Et donc, l'idée, en fait, c'est cette ascension sociale qu'on aime bien promouvoir et qui est aussi signe du développement des potentialités. C'est-à-dire que si je crois en moi, si je crois en mes capacités, on a tous justement des super pouvoirs à notre niveau. Et c'est grâce à la technologie, développer le potentiel des enfants pour leur permettre justement de toucher leurs rêves. Combien de temps avez-vous mis avant de développer donc tout ça? Parce que c'est Made in France, vous l'avez dit. Exactement. Et vous faites intervenir des traducteurs ou des gens pour parler. Enfin, il faut tout enregistrer, c'est ça. Dessiner. Donc, il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'était vraiment la réflexion autour du produit, le test, le prototypage. Donc, mon associé Ahmed, que je salue, qui est le concepteur technique justement de l'application, il y a réfléchi depuis 4 ans. Donc, il y a eu 2 ans de recherche, de formation, etc. Parce c'est un produit unique au monde, mais on était déjà avant-gardiste il y a déjà 3-4 ans. Et en fait, à partir de là, moi je l'ai rejoint il y a 2 ans. Donc là, ça a été le début
de la confrontation au marché, de la structuration du produit, la conception en fait de la réflexion. Voilà. Le nouveau nom de jeu. Ça a été voilà il y a 1 an. C'est-à-dire qu'en fait quand on a constitué la boîte, il a fallu trouver aussi des partenaires pour la production. Et c'est à partir de là qu'on a reçu les premiers financements de la BPI, des premiers investisseurs qui nous ont accompagnés. Et c'est là que tout s'est accéléré sur la production, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu le budget pour recruter les artistes 3D qui ont fait la conception des designs, les développeurs qui ont contribué justement au développement de l'application et les partenaires industriels pour développer le produit. Donc à partir de là, ça a pris 10 mois pour tout développer. Alors, vous avez beau succès, en fait, on peut dire, parce que vous êtes numéro 1 des ventes sur Amazon avec ce jeu. Je suis allée voir, bien sûr, pour voir le résultat. Vous êtes très bien conseillé. Finalement, il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'apprendre l'anglais. Est-ce que c'est dans votre optique de développement d'agrandir le bien panel? sûr. Nous, on est une start-up. Donc, une start-up, par définition, c'est une entreprise qui va se nourrir des retours utilisateurs et faire évoluer ses produits en fonction de la demande. Il nous tenait à cœur de créer un produit pour nos enfants. Voilà, donc un très beau cadeau de Noël. Exactement. C'est Mirabeau. Exactement. Donc, c'était vraiment... et c'est là où le besoin était le plus important. Et pourquoi l'anglais, me direz-vous? C'est parce qu'en fait, de notre expérience dans l'informatique ou dans le numérique, l'anglais est devenu vital plus que primordial, parce qu'en fait quand on veut développer dans des métiers d'avenir, des métiers en tension que sont le numérique, la documentation du code est en anglais, on écrit la programmation en anglais. Quand on a un problème, eh bien pour avoir des solutions dans les forums, c'est en anglais. Donc c'est là que c'était vraiment primordial. Et du coup, après, l'idée, oui, c'est clairement de se développer, c'est-à-dire créer d'autres contenus. Donc on a déjà l'intention en 2021 de développer pour le français et pour l'espagnol, pour aller à l'international et se diriger vers les marchés anglo-saxons. Et également, on a pas mal de demandes, des demandes par rapport, justement, on parlait tout à l'heure des EHPAD, il y a des demandes... On parlait des résidences de services des seniors, il y a des résidences de seniors qui vous le demandent? Oui, on a eu une demande, donc on est en train de réfléchir à comment adresser ce marché-là. Donc, pour des besoins d'évasion, justement, d'activités ludiques pour les personnes âgées. D'autres demandes en termes de matières, notamment les matières scientifiques. On se dit que faire des expériences en physique-chimie, en réalité augmentée, ça peut être très intéressant et ça peut éviter la manipulation justement de matières dans les établissements. Ça pourrait permettre de faire apprendre les maths de manière ludique. Les tables de multiplication. Le mauvais résultat des collégiens. Exactement, les tables de multiplication, on a des demandes. Et donc beaucoup de développement à venir. Exactement. Alors, vous êtes très content, vous avez fait votre première levée de fonds, on va dire. Est-ce que c'était le parcours du combattant? Ça l'est toujours, ça l'est toujours. Donc voilà, là l'idée c'était vraiment de trouver un partenaire. Donc l'augmentation de capital, on l'a fait avec des personnes que je salue qui sont des anciens propriétaires du groupe Mécano, donc des professionnels du jouet. Et ça nous a aidé d'avoir leurs conseils. Ils comprennent plus vite. Ils comprennent plus vite, exactement. Et on se rend compte, voilà, dans les levées de fonds, qu'entre un fonds d'investissement qui est dirigé par des gestionnaires et des entrepreneurs, ça percute plus vite du côté des entrepreneurs. Comment vous avez fait pour être en contact avec ces personnes du milieu du jouet? Alors, il faut savoir que tout début, pour expérimenter notre produit, on est parti au Salon international du jouet de Nuremberg. Donc c'est la messe mondiale du jouet avec plus de 100 000 visiteurs et c'est là où les tendances se décident. Donc on est parti avec notre petite boîte et on a voulu tester le marché. Et au retour, en fait, la Chambre de commerce franco-allemande nous a invités pour préparer l'édition 2020. Et c'est là qu'on a rencontré monsieur Alain Ingberg, qui est accessoirement président de l'association des fabricants et créateurs de jouets français, donc qui essaye de mettre en valeur la filière du jouet français. Et quand on s'est rapproché de lui, on a adhéré systématiquement à l'association et on a travaillé ensemble petit à petit pour mettre sur pied ce projet. Alors, du coup, vous avez également intégré la station F. Exactement. Ça vous a aidé, je suppose aussi. Oui, vous faisiez partie du programme le Fighter. Voilà. Est-ce que c'est difficile? C'est le programme en fait le plus sélectif. Donc, c'est un programme qui accepte seulement 3% des personnes qui postulent. Donc, 300 candidatures pour 10
10 projets sélectionnés. Donc oui, et Station F, c'est vraiment un écosystème très favorable justement à l'entrepreneuriat et surtout aux startups, notamment via la communauté, parce que ça fédère plus de 1000 startups. Donc avec des espaces partagés, des canaux de communication qui permettent de trouver facilement la réponse à nos problèmes, parce que tous les entrepreneurs ont les mêmes problèmes. Et donc du coup, vous partagez aussi vos services peut-être? Oui, exactement. Il y a des services mutualisés, notamment sur la formation aux entrepreneurs, des ateliers, bien évidemment, tout ce qui est... en fait, c'est un espace de coworking géant, c'est-à-dire que tout ce qui est voilà, espace de travail, ressources, etc., c'est partagé. Quels sont vos besoins pour le futur, Redouane Bouane? Alors, nos besoins sont principalement financiers. L'idée, et c'est ce qu'on a, et c'est la prouesse en fait qu'on a réussi à faire là, en même pas 2 mois de commercialisation, c'est de prouver qu'il y avait un marché pour la réalité augmentée, réalité virtuelle pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe la barre des 3000 clients en 2 mois. On a des parents qui sont prêts à consommer de la réalité virtuelle pour leurs enfants, qui en sont satisfaits, qui plus est en France, dans un des pays qui est le plus conservateur justement vis-à-vis de l'utilisation des écrans. Et donc là, maintenant, le besoin qu'on a, c'est d'aller vite et il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Quels sont vos moyens? Donc, qu'est-ce que vous demandez alors justement? Alors, nous, on a un plan de développement qui est évalué à 5 millions sur 3 ans. Maintenant, ça va se faire en plusieurs étapes. Mais là, les besoins, dans l'idéal, dans un premier temps, seraient aux alentours d'1 million. Ils seraient justement partagés sous 3 axes. Le premier, c'est de se renforcer au niveau pédagogique pour vraiment avoir des personnes très qualifiées pour proposer du contenu de qualité aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le deuxième, c'est vraiment le marketing, parce qu'on l'a vu, hein, avec nos moyens justement limités, on a réussi à être numéro 1 des ventes sur Amazon, sachant qu'on a raté la période justement, on est arrivé en retard sur le marché parce que c'est en 2020 que se décident les tendances de 2021. Nous, on est sorti en octobre, donc très en retard, on n'a pas pu être présent. En octobre 2000. Ah, on est sorti il y a 2 mois, oui, en octobre 2020. Donc c'est en octobre 2020 que vous avez contacté Amazon? Non, on les a contactés un peu avant, donc ils nous ont identifié, le produit n'existait pas encore, mais on a réussi à le mettre en place sur Amazon là, voilà, entre septembre et octobre, mais le produit était disponible dans les entrepôts d'Amazon début octobre. Et donc, on a réussi à passer justement au nez à la barre de... donc la course contre la montre. Exactement. Donc, avec nos peu de moyens, on a réussi justement à faire cette prouesse. Et on se dit que si on a d'autres moyens supplémentaires pour la communication, on peut aller beaucoup plus loin et surtout à l'international. Et après, la troisième des choses, voilà, c'est le recrutement de développeurs, de techniciens. On a une certaine avance technologique, on a des idées et on a d'autres produits qu'on aimerait développer qui marcherait comme celui-ci, voire encore mieux. Et l'idée, c'est tout simplement de se donner les moyens de notre ambition. Et alors, c'est-à-dire que vous voudriez des développeurs en interne ou confier des missions de développement à d'autres? Alors, principalement en interne. Après, il y a toujours besoin justement d'avoir recours à des freelances. Mais l'idée principale, c'est qu'on l'a prouvé en 2 mois. On a en fait l'intime conviction qu'il est possible d'avoir un rayonnement technologique à l'échelle mondiale tout en créant de la valeur et des emplois en France. Et l'idée, c'est vraiment, croyez en votre jeunesse, croyez en vos entreprises. S'il y a des investisseurs qui nous écoutent, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous rendre visite sur le site, à commander pour Noël. Vous avez encore la possibilité d'être livré avant Noël. Alors, on va rappeler l'adresse du site si on veut. Alors, c'est mirabolabs.com, donc MIRABOLABS.com. Voilà, donc après il y a un bouton commander. Vous pourrez nous trouver aussi dans les actus. On a eu pas mal de belles couvertures médiatiques. Mais vous comprenez, vous, le haro sur Amazon, d'un autre côté, vous êtes bien content d'avoir Amazon pour pouvoir vendre pour vous en tant qu'entreprise. Sans Amazon, vous n'auriez pas eu ce succès-là finalement. Mais il faut savoir qu'Amazon sont les plus réactifs et les seuls à nous avoir fait confiance. Avant même que le produit existe, ils ont mis une option sur 7000 produits. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, avoir une entreprise qui vient et qui nous dit « j'attends 7000 pièces, est-ce que vous êtes prêts ?» L'idée, c'est de se dire, voilà, au bout d'un moment, on est pragmatique. Après, bien évidemment, la qualité du service, nous, on a des personnes qui sont livrées le jour même. Faut quand même réussir à le faire, il faut suivre exactement. Donc voilà, après on est ouvert à travailler avec tout le monde, bien évidemment. On a à cœur de préserver notre économie et de faire du Made in France, mais il faut saluer justement le pragmatisme d'entreprises comme Amazon.
Et alors du coup, vous avez dit que tout était made in France. Est-ce que les casques viennent d'où alors? Alors non, les casques viennent de Chine. On a sourcé en France, il faut savoir qu'il y a une filière plastique qui est importante, c'est ce qu'on appelle la Plastic Valley, donc de la vallée du Jura jusqu'à celle de Yonax, dans le sud-est de la France. On a sourcé des dizaines de bureaux d'études et notamment des gros constructeurs comme Smoby, comme tout par exemple, je vais vous donner un exemple simple, les pots de fleurs en plastique sont tous produits en France, mais on n'a pas trouvé de partenaire capable de nous produire justement ce casque-là. Donc on l'a importé de Chine, mais après, pour tout ce qui est du reste, c'est-à-dire aussi bien le packaging, le produit, l'assemblage des éléments et le développement de l'application, c'est fait en France. Donc on est made in France. Bon voilà, vous êtes donc made in France. Donc un joli produit à offrir à nos enfants si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau ou même en plus. C'est ce jeu Mirabeau. Redouane Bouchane, il coûte combien? Alors, il est à 39,90 €. Sachant qu'il y a un code promo, donc vous tapez sur notre site Noël 2020 et vous avez un code promo. Et après, la livraison est gratuite. Et la livraison en plus est gratuite, donc c'est tout bénef pour vous, pour votre famille, pour les enfants. Et en plus, ça apprend l'anglais, donc c'est quand même formidable. On joue en même temps qu'on apprend quelque chose et ça c'est l'idée du jeu de toute façon. Merci en tout cas pour cette belle idée. Merci à vous. Et on espère bien que vous allez développer d'autres langues parce que je pense que ça intéresse tout le monde, quel que soit l'âge. Donc on vous souhaite un beau futur. Merci. Merci pour votre présence à tous aujourd'hui en studio. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis bien sûr à très vite, c'est-à-dire à mercredi. Demain, vous retrouvez Jacqueline Voraz.